Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Damien Boisseau qui est acteur et comédien de doublage. Bonjour Damien et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ce métier ? Me présenter, en fait, je suis comédien. J'ai pris des cours de théâtre quand j'ai voulu être comédien. J'ai un agent pour pouvoir tourner, donc je suis comédien. Je travaille si possible, dans tous les domaines qui me sont offerts. Donc la caméra, le théâtre, les planches et la voix. Et c'est la voix qui a pris une partie très importante de mes occupations et de mon travail. Donc dans la partie voix, le doublage plus précisément. Alors le doublage, c'est simple pour vulgariser rapidement, c'est pour faire croire au public français qui ne parlerait pas de langue étrangère ou même qui n'a pas envie de s'ennuyer à lire des sous-titres, de voir une œuvre où on fait croire que les comédiens parlent français en fait. En fait, au tout départ, le doublage a été inventé, si je ne dis pas de bêtises, ça a été une négociation avec le cinéma américain, car le cinéma américain c'est une industrie, ils sont là pour envahir le monde. Et donc les Français ont dit ok, mais nous on veut notre part et nous on va doubler vos films. C'est pour ça que c'est un truc assez français. Ça s'est répandu après dans l'Europe entière, mais c'était quand même assez spécifique en France. C'est une réappropriation de l'œuvre originale et puis nous on fait notre œuvre française. Et pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans cette profession ? D'abord, un comédien, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est capable qui sait véhiculer les émotions. Donc d'abord, il faut avoir cette qualité-là. Après, il y a dans le doublage, il y a une qualité de compréhension très rapide de ce qu'il y a à jouer, il faut être empathique avec l'acteur, le personnage. Il faut aimer son personnage, sinon c'est difficile. Bon voilà. Et il y a une capacité à se projeter dans le travail de l'autre. Voilà. Après, faut très bien lire. Non pas qu'on lit quand on est en train de jouer, mais celui qui lit mal, comme le texte défile, il va avoir beaucoup de problèmes. Mais bon, ça, tout le monde sait lire, logiquement. Mais surtout, c'est la capacité à être une éponge. Une éponge, c'est-à-dire être capable d'absorber ce que le comédien a donné à l'écran, le personnage, comment il est, de l'absorber pour pouvoir à son tour le faire, c'est-à-dire se l'approprier et après là-dedans trouver sa liberté pour jouer à son tour. C'est pas pour résumer, c'est pas du copier-coller en fait. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'aujourd'hui, parce que c'était pas comme ça il y a un certain temps, mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait comme du copier-coller. On pourra parler de l'intelligence artificielle après si on veut. C'est pas du copier-coller, c'est une réappropriation. C'est-à-dire que tu chopes ce qui a été fait, tu le fais tien, et après tu fais ta proposition. Et juste, il faut que ça colle avec ce que le personnage est en train de vivre. Alors après, c'est très technique, mais une fois que la technique, tu l'as attrapée, la technique, c'est de savoir lire en place. On dit lire en place, mais ça veut dire jouer, évidemment, dans les mots de l'adaptateur qui défile sous l'écran, pour que ça colle à l'image, et comprendre, et être capable d'avoir il faut une grosse capacité de mémorisation très rapide. Puisqu'il faut retenir, quand on regarde une scène, à quel moment l'acteur rit, pleure, s'exclave, pourquoi il crie ici. Mais en fait, ça se travaille, ça se répète, puis après, au bout d'un moment, on joue la scène. Mais il faut avoir mémorisé que là, ici, il se m'a chuchoté, puis là, d'un seul coup, il s'énerve, puis là, il parle comme ça. Enfin, voilà, il y a un travail de mémorisation, donc assez technique, et une fois qu'on a acquis ça, là-dedans, il faut trouver sa liberté et jouer ce qui a été proposé à l'écran. Pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Alors j'ai un parcours étrange parce que j'ai commencé enfant. Est-ce que si je n'avais pas fait du cinéma étant enfant, est-ce que j'aurais voulu faire ça plus tard ? J'en suis pas sûr du tout. Donc ce qui m'a poussé vers ce métier, c'est d'abord que j'ai deux frères. Mes deux frères ont fait du cinéma, donc on s'est retrouvés dans le cinéma comme ça et que ça m'a amusé. Et le doublage est arrivé assez vite, ça m'a amusé. C'est une affaire de famille en fait. Oui, mais c'est vraiment le hasard au départ. Et puis j'ai fait partie d'une troupe de théâtre au lycée. Ça paraît idiot, mais ça m'a donné le goût des planches, du théâtre. Et
Et je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller vers le cinéma. Vers le cinéma, vers le métier de comédien. Voilà. Et après, quand j'ai commencé des études, j'ai arrêté, j'ai vu que ça me plaisait pas. Je me suis axé dans des cours de théâtre. Et quand j'ai commencé à prendre mes cours de théâtre, ça m'a passionné, ça m'a beaucoup plu. Donc me plaisait. Et j'aime la scène, j'aime les planches, tout ça. Et comme j'avais commencé enfant, on me connaissait déjà dans le doublage, ce qui fait que quand je me suis lancé en tant qu'acteur, je me suis dit, je veux que ça soit ma profession. J'ai été refrappé aux portes des studios. Et comme on me connaissait, on m'a ouvert les portes très vite. Et puis j'ai commencé. En fait, j'ai eu une certaine chance, c'est que j'ai gagné ma vie assez rapidement, tout à fait correctement. J'ai jamais été un comédien qui galère et qui doit faire des petits boulots pour s'en sortir. T'as commencé à quel âge globalement enfant, 7-8 ans, quoi. Ça, voilà. Mais après, si tu veux, j'ai arrêté, j'ai fait mes études, tout ça. Enfin, je faisais des trucs ponctuellement. Et puis vers l'âge de 21 ans, j'ai passé mon bac 18 ans. 19, j'ai fait une année d'études qui m'a servi à rien. À 20 ans, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et à 20 ans, j'ai recommencé. Ok. Voilà. Et du coup, tu as suivi un cursus très simple, avec un peu de chance finalement. Oui. Et qu'est-ce que tu recommanderais à une personne aujourd'hui qui voudrait se lancer dans cette voie ? Alors, oui, maintenant, il y a des formations doublage. C'est plus pour se faire une expérience, mais la plupart du temps, c'est formations... Alors, il y a des gens qui voudraient faire que du doublage, mais c'est un peu étrange, parce que ça veut pas dire grand-chose. En fait, tu veux être comédien, quoi. Si tu veux faire que du doublage, c'est un peu curieux. Mais bon, après, chacun sa voix. Donc, il y a des formations aujourd'hui, mais elles s'adressent souvent à des comédiens professionnels. Okay. C'est pas des... Mais bon, il y a des écoles qui se créent, voilà. Du coup, comme tu l'as dit, tu es dans ce milieu depuis des années maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier et ton évolution professionnelle ? Mon métier a beaucoup évolué quand même. Quand j'ai commencé jeune, il y avait beaucoup moins de programmes, il y avait beaucoup moins d'acteurs, et il y avait beaucoup plus de temps pour travailler. Et au fil des années, l'économie l'a emporté sur l'artistique, l'efficacité l'emporte sur l'artistique, et on a de moins en moins de temps. On nous demande d'aller de plus en plus vite, il y a de plus en plus de programmes. Donc ça c'est super, mais on nous demande d'aller de plus en plus vite, on a de moins en moins de temps pour le faire, soit donc pour raccourcir les budgets, soit parce que les produits arrivent au dernier moment et qu'il faut les sortir le plus vite possible. Et en revanche, il y a de plus en plus de comédiens qui en font, mais il faut dire que la palette s'est largement ouverte avec l'arrivée des plateformes et tout, il y a beaucoup plus de produits à doubler. Ça c'est l'évolution. Elle n'est pas... à mon sens, ultra bénéfique, car maintenant on privilégie l'efficacité à l'artistique. Or, le doublage, c'est pour moi une discipline artistique, et qu'il n'y a pas deux acteurs qui font la même chose, et que si je répète une scène, je peux la répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis après je l'enregistre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, je veux dire, il va se passer plein de choses. Ce qui a changé de toi dans ton évolution, c'est faire de plus en plus de gros rôles et d'acteurs très connus, oui, etc. Oui, okay. Puis alors après, une fois que tu commences à doubler des acteurs très connus et qu'en plus, tu le fais bien, donc on te les confie et puis ça marche. Alors après, là, tu commences à acquérir un certain prestige parce que tu doubles des gros rôles et des grosses stars. Alors il y a un revers de la médaille, c'est que les gens n'osent plus t'appeler pour des... Ils osent plus t'appeler. Ouais, soit parce qu'ils se disent, non, c'est pas bien pour lui, soit c'est pas assez pour lui, soit tu peux faire peur à certaines personnes. Je vais pas pouvoir le diriger. Bon. Donc il y a le revers de la médaille quand même. Et est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant ? Oui, ça correspond à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il a évolué techniquement en plus, parce qu'avec l'arrivée du numérique, donc comme môme, on travaillait, évidemment le numérique n'existait pas, donc le principe c'était qu'un film était découpé en petites boucles, les scènes étaient découpées, elles étaient mises en boucle. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'on a 3 boucles à faire, 4 boucles, 5 boucles, 6 boucles. Ah, c'était pas en bobine, vous, c'était en boucle du coup ? Alors après, ça a été en bobine, mais au départ, c'était découpé en boucle. Okay. La boucle, donc le film était collé et il tournait en rond. Donc tu voyais par exemple, je sais pas, 1 minute du film, tac, 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 et hop, ça revenait, t'avais un noir, et hop, tu revenais la scène au même endroit. Et c'était comme ça, avec le texte en dessous. Et donc, quand elle commençait à passer, de toute façon, il fallait aller jusqu'au bout, ça tournait. Et hop, t'enregistrais, tac, tac, je me plante, fallait attendre, tac, 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 on refaisait le tour, tac, on repartait. C'était comme ça. Ça et en plus, on enregistrait, donc c'était sur
de la magnétique. Le gars, il avait qu'une piste. Il n'y avait pas de multipiste, ça n'existait pas. Donc on mettait un track A, donc on enregistrait. À l'époque, on avait le droit, tout le monde pouvait s'enregistrer sur la même. Mais bon, s'il fallait faire plusieurs pistes, on déchargeait la magnétique. Donc une fois qu'un acteur était enregistré, on déchargeait et on chargeait un track B, on mettait une autre magnétique, et là on enregistrait le deuxième rôle. Donc on n'entendait plus le premier. C'était comme ça. Bon, après c'est arrivé la bobine, sauf qu'il fallait mettre avance rapide, retour. Il fallait aller chercher. Alors t'es dans la scène, t'es à 15 minutes du film. Il fallait aller te chercher, donc avance rapide jusqu'à 15 minutes. Là, on enregistrait la scène. Enfin bon, voilà. Donc la plupart du temps, on faisait dans l'ordre. Parce que faire un avance rapide, un retour rapide, ça prenait beaucoup de temps. Puis le numérique est arrivé, et là, il a tout. Alors après, il y a eu aussi, sur les magnétiques, on pouvait avoir plusieurs pistes. Déjà, ça changeait le... Et puis après, quand le numérique est arrivé, il a tout changé. Aujourd'hui, si tu veux, t'es convoqué, on va dire que t'as un rôle qui est moyennement pas trop important, qu'à, je sais pas, 2-3 scènes par épisode, on va te faire 4 épisodes dans la matinée. Parce qu'on va aller te chercher tes 2-3 scènes, on change, le gars, pour changer d'épisode, c'est 3 clics sur la souris, enfin j'exagère un peu. Et puis tu lui dis c'est la boucle 44, et il appuie sur un bouton, paf, t'es la boucle 44. Donc on travaille plus du tout de la même façon. Généralement t'es tout seul derrière le pupitre. Alors non, logiquement t'es censé donner quand même la réplique aux autres personnes dans la scène, mais de plus en plus on enregistre les gens seuls, parce que c'est un gain de temps, donc un gain d'argent. mais donc, ou alors après, il y a aussi qu'il y a des actes. Quand on est beaucoup pris, on n'a pas beaucoup de temps, donc on donne moins de disponibilité. Donc pour faire un plan de travail et arriver à réunir les gens, c'est pas toujours facile. Mais donc t'enregistres pas toujours seul, mais il y a eu, avec le Covid, on a fait enregistrer énormément les gens. On les faisait enregistrer seuls, bien sûr. Et cette habitude perdure un peu. On a tendance à enregistrer les gens seuls. Ça dépend du directeur artistique. Voilà. Mais ça aussi, c'est pas très bien. Tu vois, alors ce qui a changé, c'est que quand j'étais jeune, je dis n'importe quoi, on attaquait une série, tous les comédiens de la série étaient convoqués le même jour, pratiquement, sauf celui qui arrivait au bout d'un quart d'heure de film. Bon. Donc tout le monde était là, tout le monde se connaissait, tout le monde se voyait, et puis au fur et à mesure, t'étais appelé, t'étais d'une scène, t'y allais, t'étais pas de la scène, tu retournais pas en loge parce qu'il n'y a pas de loge au doublage, mais t'allais dans la salle d'attente, et puis tu discutais avec les... Bon voilà. Mais tous les comédiens étaient là. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Je double des séries, j'ai pas vu un seul de mes camarades. Je peux pas te dire qui d'autre a doublé dans la série. Pourtant, je leur donne la réplique dans les scènes. Alors je le sais parce que je finis par noter je regarde le nom, mais ça arrive. Du coup, ça va être dur de donner un naturel dans un échange. T'as absolument raison. Oui, c'est dur. Ça rajoute une part de technicité parce que tu dois imaginer ce que l'autre va t'envoyer. Tu le vois parce qu'en fait, tu le sais puisque de toute façon c'est à l'écran. Donc il est censé faire ce que va faire le personnage à l'écran. Mais toi, tu es censé lire son texte, et l'entendre et lui répondre. C'est beaucoup moins facile que s'il est à côté de toi et qu'il est en train de le jouer et que tu lui réponds. Il y a un réalisateur, c'est ça, ou une réalisatrice qui est avec vous? Un directeur artistique. Okay. C'est pas le réalisateur. Une société de doublage a un film à doubler, ou une série que le client lui a confié, soit le distributeur, soit Netflix, soit Amazon, enfin peu importe. On lui donne il a le film à doubler, il le confie la plupart du temps à un directeur artistique. Et ce directeur artistique, alors après ce directeur artistique, il fait son casting. Après, il peut y avoir des demandes précises. Peut-être que le client va vouloir que sur tel acteur, ce soit tel acteur qui double. Là. Enfin bon, voilà, il peut y avoir des demandes. Mais sinon, c'est le directeur artistique avec la boîte de doublage qui fait son casting, son plan de travail. Et surtout, voilà, et surtout qui dirige le film, après qui dirige les acteurs, qui dirige les acteurs, logiquement, il y a une partie technique qui vérifie que c'est en place, que ça, on a l'impression que ça sorte de l'image, que ça corresponde bien. Donc ça, il y a une partie, il a un œil technique et en même temps, logiquement, un œil artistique pour guider l'acteur et lui dire là c'est bien ce que tu as fait, mais tu vois, en VO, il y a plus d'émotion là, on sent qu'il est beaucoup plus fébrile que toi, je dis n'importe quoi par exemple, donc il faut que tu sois plus fébrile. Par contre là, à la fin, t'as oublié, il se marre là. Alors s'il se marre, c'est parce que justement, il rit jaune, hein, c'est pas parce que... tu vois, je veux dire, il y a une direction artistique. Et c'est cette personne-là du coup qui écrit non, pas du tout. Alors, la chaîne du doublage, c'est donc le film est confié à la boîte de doublage.
Le film la boîte de doublage le confie à un adaptateur, donc ils connaissent donc voilà. L'adaptateur, c'est qu'on va appeler l'auteur, mais enfin c'est un adaptateur, et ben, il va avoir le texte VO, il y a un détecteur, c'est compliqué, un détecteur, il va sur une bande mère, donc sur une bande où plus tard il y aura le texte écrit, il va avec des sigles, il va mettre des signes, il va noter, il y a les phrases anglaises, et puis il va noter les ouvertures de bouche, il va noter logiquement tous les mouvements de lèvres et tout ça, tac tac tac, c'est des codes, je ne les connais pas. Et l'adaptateur avec cette bande mère et le texte anglais, et le film, il va faire son texte français qui doit correspondre aux mouvements de lèvres, et en même temps qui doivent correspondre à ce qui se joue dans la scène. Et pareil, après, c'est une adaptation, on peut pas dire oui, précisément la même chose. Bien sûr, et des fois, je suppose que les références, du coup, si tu as des références ou des expressions en anglais qui marchent pas en français, je suppose qu'ils les adaptent aussi. Logiquement, oui. Alors pendant très longtemps, tout était francisé un maximum. Si tu me demandes encore une évolution, oui, parce que quand on était très franchouillard, et dans les années 80, les gens ne savaient même pas que quand ils regardaient Starkey et Hutch, c'était doublé, ils n'avaient même pas réfléchi que c'était une série américaine. C'était tellement francisé que même les noms, on était capable de les changer. Le gars, il s'appelait Paul, tu vois. J'exagère un peu parce que Starkey et Hutch, ils avaient leur nom. Okay. Aujourd'hui, non, tout le monde parle. Je veux dire, le monde, la mondialisation fait que on va sûrement pas changer les noms. Enfin, on change plus rien, quoi. Même les titres des séries, tu vois bien qu'elles restent anglaises. Alors qu'avant, on transformait. Pour le meilleur et pour le pire, ça, des fois. C'est une adaptation. C'était oui. C'était une autre œuvre. C'était la version française. C'était une proposition. Oui, mais les gens, ils connaissaient pas la version originale. Oui, c'est vrai. C'est un produit qu'on leur proposait et qui était créé par les Français, qui était créé à partir d'une autre œuvre. Mais là, on n'est plus du tout dans ce monde-là. On est dans un monde où on peut voir l'œuvre originale. En fait, tout a changé à partir du moment où on a pu voir l'œuvre originale. Est-ce que du coup, il y a une comparaison qui pouvait se faire? Exactement. Alors qu'il n'y a pas... En fait, au départ, il n'y a pas lieu d'être... Il n'y a pas de comparaison à faire, logiquement. On n'est pas là, t'as pas à comparer. Si tu veux regarder la vraie version, tu regardes la VO. Si tu veux regarder une autre version qui peut être mieux, moins bien, équivalente, tu peux la regarder en VF. Tu verras une autre version. Tu verras jamais la version. Ça ne sera jamais la version originale. Ça ne peut pas. Oui, même si c'est ultra bien joué, ça n'a rien à... Voilà. C'est une adaptation, c'est une autre œuvre qui correspond pratiquement à l'œuvre originale, mais c'est une autre œuvre. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, en parlant d'adaptation, ouais. Tu disais tout à l'heure, l'IA. C'est difficile de m'en parler parce que pour le moment, tout ce que je vois, c'est pas génial. Non, c'est ça. Ça paraît extraordinaire, mais en fait, comparé à ce que fait un comédien, pardon, mais c'est pas génial. Il manque la flamme de vie, et c'est un peu normal, ça n'est pas vivant. Mais du coup, est-ce qu'ils y arriveront, je ne sais pas. Mais... Est-ce que c'est une question que vous avez? Je suppose que tu vas sûrement être en contact avec d'autres comédiennes de doublage. Est-ce que c'est des questions que vous posez? Pour le moment, on est en train de... oui, bien sûr que ça nous inquiète. Parce qu'on adore, la plupart des gens qui font du doublage adorent ça, parce que artistiquement ça peut être vraiment, c'est très intéressant, enrichissant, et puis c'est un régal à faire. En fait, il y a une partie dans le doublage qu'il faut comprendre, c'est que tu es caché, tu es dans l'ombre, on ne voit pas, on ne sait pas qui t'es. Tu travailles sur des œuvres qui sont hyper intéressantes. On te donne à doubler avec ta voix des personnages que tu ne représentes pas physiquement. Donc tu peux jouer des rôles, on te donne à interpréter des rôles qu'on ne te donnerait pas à jouer derrière la caméra ou au théâtre, car tu ne représentes pas ça. Et donc ça offre une panoplie de jeux absolument incroyable. Et en plus, j'ai envie de dire que, et ça je crois qu'il y a beaucoup de comédiens qui apprécient ça, sans une pression excessive. C'est pas comme quand t'es derrière. Et oui, forcément, quand c'est toi à l'image, tu te livres beaucoup plus que quand t'es caché, c'est une certitude. Voilà. Et même au théâtre, tu te livres beaucoup plus. Alors au théâtre, tous les soirs, tu peux rater une représentation, le lendemain, tu te rattrapes. Mais donc en doublage, c'est que le plaisir du jeu, logiquement, que le plaisir du jeu, et du jeu sur la tête de quelqu'un d'autre et sur ce qu'il a proposé. Voilà. Ce qui nous fait peur, en fait, je vais te dire, puis après on peut parler d'autre chose, c'est que on a peur que les gens s'habituent à entendre des trucs nuls, quoi. Parce que c'est ça qui est dramatique, c'est que si à un moment ils arrivent à quelque chose qui tient à peu près la route, même si c'est moins bien, si les gens continuent à regarder et que les recettes sont les mêmes, ils s'en foutent. Franchement, je pense vraiment qu'ils se foutent de la qualité aujourd'hui.
J'exagère un peu parce qu'on voit de très belles séries et tout ça. Mais ça, c'est au moment de la création. Mais après, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont persuadés, je reviens à mon truc du copier-coller, que c'est que technique. Je vois un type, il fait un truc, clac, et puis moi je le fais en français. C'est comme si j'étais une espèce de machine et qui fait des trucs très techniques, mais pas du tout. Et si ça devient que technique, c'est pas très intéressant. En tout cas, ça manque de même l'adaptation et tout, c'est tout un travail de rendre l'adaptation, oui. Il n'y a pas 2 adaptateurs qui mettent la même phrase. Ouais. Donc ça prouve que il y en a un, tu vas aimer sa phrase, et l'autre, tu vas trouver que c'est moins bien. Il y en a un qui va porter dans sa phrase, tu vas pouvoir, ça va être poignant, l'autre, ça va être insignifiant. Bon, voilà, ça prouve bien, voilà. Ouais, je sais pas si t'avais vu le documentaire sur YouTube, On a volé ma VF. Si, il est trop bien. Oui. Ah oui, tu l'as vu. Ouais, super. T'as travaillé sur des centaines de projets, dont des films comme Fight Club de David Fincher, American History X de Tony Kaye, où tu doubles Edward Norton, ou encore Les Infiltrés de Martin Scorsese et Seul sur Mars de Ridley Scott, où tu doubles Matt Damon. Est-ce que tu es considéré comme la voix française officielle de ces acteurs ? Y a-t-il vraiment une voix française officielle ? Et du coup, est-ce que tu es systématiquement appelé pour doubler leurs films ? Alors, logiquement, il n'y a pas de voix officielle. C'est plutôt officieux. Est-ce que je suis considéré comme leur voix ? Alors, leur voix, oui. Officielle, non. Donc, j'ai aucun droit sur ces acteurs-là. Je peux pas dire c'est pas moi qui l'ai doublé. Je fais un procès. Non. On peut confier ces rôles à qui on veut. Après, ils sont pas bêtes, logiquement, les boîtes de doublage et les clients. Ils savent, logiquement, on est connu une fois qu'on double. Ils savent que la voix française de tel acteur, c'est un tel et qu'il le fait très bien. Pour une continuité, ils ont envie de garder les mêmes voix. Pour une continuité, pour le public français, et aussi parce qu'ils savent que tu le fais, que tu colles très très bien sur cet acteur, et donc ça sera bien fait. Voilà. Après, ce n'est pas officiel. Voilà, tu m'as dit quoi encore ? Est-ce que tu es systématiquement appelé pour doubler leur film ? Logiquement, je suis systématiquement appelé, mais encore une fois, on peut très bien, il y a des acteurs parfois qui... tiens, un film est sorti avec un acteur que je double d'habitude, on m'a pas appelé. Parce que c'est arrivé dans une autre boîte de doublage qui n'avait pas envie de travailler avec cet acteur-là, pour X ou X raisons, j'en sais rien. Et alors ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, quand même, sur les voix, les acteurs qu'on double, on nous appelle. Alors après, ça dépend de la notoriété de l'acteur américain. Parce qu'il y a des acteurs que je double beaucoup, mais qui sont moins connus. Et bon, on se focalise un peu, on se formalise un peu moins si jamais c'est sûr, la voix change de voix, quoi. Voilà. Et du coup, comment ça se passe si les 2 acteurs ils sont dans le même film, ou bien si tu es sur un autre projet en même temps ? Très bonne question. Bon, alors moi, ça m'est déjà arrivé sur un film où il y a Matt Damon et Edward Norton. C'est un vieux film qui s'appelle Les Joueurs. Et j'ai doublé Edward Norton. Et Matt Damon a été doublé par un autre comédien. Ça peut arriver, logiquement, tu peux pas doubler les deux. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, autant on peut doubler plusieurs acteurs, quand ils sont pas ensemble, en fait, les gens font pas attention forcément que c'est la même voix, parce qu'ils sont happés par le physique à l'écran. Donc, après, il y a des gens qui ont une très bonne oreille et qui reconnaissent. Après, il y a des voix très typées qu'on reconnaît. Mais c'est pas si gênant que ça. Mais par contre, s'ils se parlaient dans la même scène, alors là, ça ferait vraiment bizarre qu'ils aient la même voix. Donc, à moins que ça soit des voix très différentes et qu'il y ait une voix trafiquée, en dessin animé, ça se pratique beaucoup. Mais parce qu'on va faire une voix comme ça, puis une autre comme ça. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais sur du live, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, est-ce qu'il y a genre un petit pool d'acteurs, tu vois, genre si toi t'es pas dispo, il y a un... Non, je pense que ça sera au cas par cas. Ok. À mon avis, c'est au cas par cas, la situation se présente et je vais même te dire, il y a un autre Edward Norton, il y a un Edward Norton que j'ai pas doublé parce qu'il a été dans un bourne. En fait, il y a eu 3 bournes, tu sais, la mémoire dans la peau, le machin dans la peau, et la vengeance. La vengeance, c'est... Hein. Ça, c'était Matt Damon, je doublais Matt Damon. Et puis après, il y en a eu un 4e où c'est pas Matt Damon. Avec Jeremy Renner. Peut-être, c'est un autre acteur. Et dans ce film-là, il y a Edward Norton, si je me trompe pas, qui fait un méchant, qui fait un type. Et ils m'ont pas appelé pour Edward Norton, et je pouvais comprendre, parce qu'ils se sont dit, oui, c'est la voix de Matt Damon. C'est la voix de Matt Damon, est-ce que les gens vont pas se dire... Alors moi, je pense qu'en fait,
comme il n'y a pas Matt Damon dans le film, et que c'est Edward Norton, et que je le joue, et comme il joue pas de la même façon, je joue pas de la même façon, et ma voix n'est pas placée pareil, non pas que je change ma voix, mais elle est placée différemment parce que je m'adapte au personnage à l'écran, je suis pas sûr que ça aurait été si gênant que ça. Mais je pouvais comprendre, donc ils ont confié Edward Norton à un autre acteur. Et justement, là, tu parles de changer sa voix. Est-ce qu'il t'arrive justement de changer un peu ta voix selon les personnages que tu doubles? Et est-ce qu'il y a une part à l'improvisation un peu? Alors il y a une part à l'improvisation, oui, c'est au feeling en fait. Encore une fois, c'est du ressenti. On te propose, tu viens passer un essai de voix, on te montre le comédien, tu le connais pas, il fait une prestation, tu ressens quelque chose, et là, tu t'adaptes tu dois prendre ce masque, tu dois prendre ce personnage, tu dois le choper, et c'est toi qui dois devenir lui, et fonction de ce qu'il est et de ce qu'il joue, tu vas modifier ta façon de jouer, ta façon de placer ta voix. Mais c'est assez inconscient. C'est pas genre, attends, je vais faire une voix comme ça, tu m'as donné un papy, je vais faire un vieux. Non, là, c'est ridicule. Il n'y a pas de caricature comme ça, logiquement. Sauf pour les dessins animés où là, il y a une création totale. Sur le vivant, c'est quand même. Ça ferait tout de suite un peu caricatural, à moins que ce soit une grosse comédie. Donc, je ne peux pas l'expliquer, mais oui, tu modifies ton timbre reste le même. Ta façon de jouer va être à peu près... Chacun a ses façons de jouer, mais tu vas t'adapter au personnage à l'écran, ce qui fait que ça va modifier ton jeu et légèrement ta voix. Si je fais un résumé, par exemple, Matt Damon, c'est un mec un peu mastoc, massif, de plus en plus carré, donc j'ai intérêt à le prendre... dans mes graves, je parle comme ça, ouais, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, je le prends, faut que... Voilà, Edward Norton, c'est un fou. Je vais pouvoir partir dans les aigus, je vais faire, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je monte, ça va être moi, mais je vais partir dans les aigus. Si je fais, qu'est-ce qui se passe? Sur Edward Norton, sur Matt Damon, on va dire, non, c'est quoi cette voix fluette? Pourtant, donc, je m'adapte sans... Ouais, tu t'autorises pas les mêmes choses. Je ne m'autorise pas les mêmes choses, mais en fait, je modifie pas ma voix. C'est moi, dans ma façon de jouer, je m'autorise pas les mêmes choses. Oui, parce que même nous-mêmes, on pourrait même partir dans les aigus, dans les graves, de manière, bien sûr, dans notre vie, quoi. Absolument, des fois tu parles là, puis des fois tu parles là, et puis, enfin bon, voilà. Ok. Et comment est-ce que tu te prépares pour chaque rôle? Alors en doublage, il y a peu de préparation. La plupart du temps, surtout sur les séries, tout ça, t'arrives, tu sais même pas ce que tu viens doubler. Sauf si on t'en a parlé, bon... Donc au départ, il y a une découverte du rôle. Donc tu le découvres, le directeur artistique t'en parle, tu vois comment il est, et puis tu commences à le doubler. Et puis si au bout de 5-6 scènes, je vais dire, tu l'as bien attrapé, et que le DA trouve que les premières scènes, finalement, t'étais pas tout à fait dedans, on peut très bien revenir faire les premières scènes. Sur de la série, c'est quand même assez rare. Au cinéma, si, c'est beaucoup plus fréquent. Alors, soit tu connais déjà ton acteur, donc tu sais qui c'est, et... Soit on t'a demandé de le regarder avant le film, donc tu peux avoir une projection privée. Soit sinon, la préparation, c'est quand t'arrives en fait. Ah, tu reçois même pas le scénario, t'as rien du tout? Non, le directeur artistique te raconte le film, te dit comment est ton personnage, et de toute façon, tu travailles scène par scène. Donc après, c'est au directeur artistique t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette scène, pourquoi, si t'as besoin de le savoir. Mais en vérité, tu as juste besoin avec ta sensibilité, de retranscrire en français ce qui a été fait à l'écran. Donc même si tu comprends pas, à la limite, pourquoi il joue ça, l'acteur, à l'écran, lui il le sait, parce qu'il a lu le scénar, et s'il a joué cette scène comme ça, c'est qu'il avait envie de la jouer comme ça par rapport à son personnage. Toi t'en sais rien. De toute façon, il l'a joué d'une façon, je peux pas dire, non, je trouve ça ridicule, je vais jouer autre chose. Tu peux pas. Tu dois jouer ce qu'il a joué. Donc si t'es fidèle à ce qu'il a fait, avec ta sensibilité, que tu joues correctement, mais même si t'as pas compris, ça marche. De toute façon, ça marchera, logiquement. Hein. En tout cas, ça correspondra. Alors après, si tu connais un peu mieux le scénar et si on te donne des explications, tu peux enrichir, tu peux rajouter de la finesse dans le jeu, tu peux rajouter des choses. Tu peux dire, tiens, là, je pourrais rajouter ça. Oui, tu peux enrichir, en fait, en doublage. Et du coup, ça a jamais été le cas, même dans les plus anciens projets où il y avait plus de temps, où tu regardais pas forcément le film en amont? Non, pas forcément le film en amont, mais par contre, tu prends beaucoup de temps à travailler sur une scène. Tu la vois 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu y vas, tu fais une fois, tu réécoutes en VO, tu refais, tu réécoutes en VO, tu refais, tu vois que tu as raté un truc, tu reprends, tu réécoutes en VO, enfin, tu peux travailler longtemps, ça dépend. Puis après, tu as fait 5-6 prises par exemple, le directeur artistique trouve que les 2 premières phrases dans la première prise, elles sont superbes, il faut les garder, mais qu'après, c'est beaucoup mieux dans la prise 4, il peut très bien faire un montage comme ça. En même temps que le numérique, c'est beaucoup plus simple de prendre des choses bien sûr, à droite à gauche. Bien sûr, évidemment, oui. Ça par contre, c'est un bel avantage du numérique.
Et si t'as pas besoin d'être ultra bon dans toutes tes prises, c'est que Non, c'était un peu bon dans chaque on peut très bien aller récupérer ce qu'il y a de mieux par rapport à la direction artistique. Alors après, comment je me prépare quand même pour finir, sur certains personnages. Une fois que tu commences un film, tu le connais, donc quand tu arrives pour la deuxième journée, vu que tu as fait la première journée, donc moi il m'est arrivé pour certains rôles, mais c'est tout. C'est de me faire un échauffement un peu vocal, chauffer ma voix parce que je sais qu'il va falloir que je hurle ou machin, n'importe quoi, enfin bon. Donc ça, mais ça c'est très personnel, hein, je suis pas sûr, je sais pas. Mais sinon il n'y a pas de préparation. Et est-ce que ça aide du coup d'avoir quand même le film, de pouvoir le voir à l'avance? Enfin moi ça me semblait tellement logique de pouvoir voir le film ça dépend. à l'avance. Mais... Ça dépend. Ça aide, oui, pour avoir une grande continuité, pour comprendre le personnage et tout ça. En revanche, ça peut te déstabiliser parce que ça peut te faire peur à la limite. Parce que tu as vu les scènes qu'il y aura à jouer, tout ça, tu peux dire, oh là, je sais qu'il y a une scène à un moment. Alors que quand tu sais pas, c'est scène par scène. Et quand on te montre une scène, on dit, là, paf, tu vois la scène, oh, c'est ça que je dois jouer. Bon, ok. Donc, bon, voilà, bon. Ok. Mais je pense quand même que sur un gros film, c'est plus intéressant de le voir avant. Et du coup, dans le travail d'adaptation aussi, tout à l'heure quand je parlais d'improvisation, c'est aussi pour savoir si quand tu joues, donc ok, il y a eu l'adaptation qui a été faite, donc tu as les phrases qui défilent, mais est-ce que tu vas tenter un autre truc si ça semble peut-être plus naturel dans la bouche de l'acteur? Absolument. Ou à ce moment-là, tu vois. Pour finir sur juste le truc d'avant, ce que je voulais dire, c'est que l'acteur, il n'a pas vu le film, mais le directeur artistique, il le connaît par cœur, le film. Donc c'est là où le directeur artistique, logiquement, il entre en jeu. C'est qu'il lui dit, là, t'as joué comme ça, c'est pas mal, mais quand tu joues ça, je te le dis, il joue ça parce que il y a 3 scènes avant, il se passe ça, et voilà, là, ça. Tu vois, je veux dire, logiquement, c'est le directeur artistique qui dirige, et c'est lui qui va sélectionner. Il va lui dire, écoute, c'est bien ce que t'as fait là, mais là, je voudrais qu'en fait, tu sois plus narquois. Tu comprendras plus tard quand tu verras la suite du film. Je dis n'importe quoi, tu vois. Donc c'est lui qui est en charge de la cohérence globale. Bah, c'est lui qui fait le choix, le directeur artistique. Okay. Et c'est lui qui... Voilà. Alors après, le texte, ça dépend. Il y a des textes qui sont vérifiés, survérifiés, des adaptateurs qui sont intransigeants, ils veulent pas qu'on touche à une virgule de ce qu'ils ont fait, donc là on nous dit, pas le droit de toucher au texte. C'est quand même assez rare. Après, il y a des textes qu'on a le droit de modifier, mais souvent on enregistre quand même le texte original et on fait une deuxième proposition. Et puis il y a des textes qui sont très mal écrits, donc on a le droit de faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Ou des textes où on a totale liberté. Donc c'est encore une fois, c'est entre l'acteur et le directeur artistique. L'acteur peut dire, moi je sens mieux ça. Si c'est synchrone, c'est-à-dire que ça correspond au mouvement de l'air et que l'acteur le joue 10 fois mieux parce que la phrase est mieux pour lui et tout ça, oui, tu peux. Et donc il y a une part d'improvisation, tu peux. Improvisation, c'est pas de l'improvisation, oui, mais tu peux modifier tout à fait le texte. Du carte blanche un petit peu, quoi. Ouais, absolument. Et du coup, c'est le directeur artistique qui valide, c'est lui le chef d'orchestre. De toute façon, c'est toujours lui le chef d'orchestre. Oui. C'est lui qui valide, et c'est vers lui qu'on va se retourner si la boîte de doublage dit je comprends pas, là, c'est raté. C'est le directeur artistique qu'on va aller voir en premier, c'est pas l'acteur. Et du coup, j'ai aussi vu que tu as fait des jeux vidéo. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre film, série et jeux vidéo? Oui. Oui, c'est pas du tout. On pourrait croire que c'est le même travail, mais pas du tout. Alors, je t'explique rapidement, c'est que le jeu vidéo, tu travailles pas sur des images. Tu travailles que sur un scénario, un script, et les mouvements d'ondes sur l'ordinateur. Donc en fait, on te passe dans le casque la phrase originale de l'acteur anglais qui a interprété le rôle du jeu vidéo. Et en dessous, tu as la traduction française qui est écrite comme sur un fichier Word, quoi. Voilà. Et toi, après, tu refais sur la trace d'onde le texte français. Et après, là, il y a plusieurs hypothèses. Soit tu es obligé de respecter ric-rac la longueur d'onde, parce que c'est comme ça. Soit tu as le droit de déborder un peu, ou soit tu es totalement libre. Ça dépend c'est des critères total techniques par rapport au jeu. J'y connais rien. Je ne sais pas pourquoi des fois ça doit être strict, libre, ou juste 10% d'erreur, enfin tu vois. Et ça correspond à quoi cette longueur d'onde? C'est ce qu'a fait l'acteur. C'est en gros, si on est grossier, il fait What the fuck? Ça te fait une longueur d'onde, et moi je dois faire mais quel connard! Enfin j'en sais rien si on m'a mis ça comme traduction.
Ou Ok, c'est la putain taille- merde. Enfin, je dis Ouais. n'importe quoi là, on est dans les gros mots. J'ai des trucs que je dis facilement. What the fuck. C'est la taille du dialogue en fait, enfin, Oui, la taille du texte. oui, c'est Ah, la ça, longueur d'onde de l'enregistrement quand tu t'enregistres, c'est tac tac tac. Ouais, ok, d'accord. Et alors, il y a des. Alors, sur ton. C'est comme un fichier Excel, en fait, où il y a la phrase, le nom du personnage, ça t'explique. Mais la plupart du temps, c'est écrit en anglais, pourquoi il dit ça. Et puis, mais bon, là, c'est pareil, il y a un directeur artistique qui va te dire bah là, ton personnage, c'est parce qu'il est en train de fouiller une pièce. Donc là, il ouvre un coffre. Il n'y a rien dans ce coffre. Ah, mais je vais voir. Enfin, c'est des milliers de phrases comme ça que tu enregistres. Il n'y a pas de situation vraie, en fait. Et surtout, tu entends en anglais. Donc, tu entends, par exemple, tu entends qu'il crie, qu'il est en colère. Donc, toi, tu te mets en colère. Mais vas-y. Enfin, tu fais. T'es vraiment sur le jeu auditif. Oui, ça Il n'y a pas de visuel. T'es pas. C'est vraiment. Ça va être un peu compliqué du coup, ça va être plus dur que. C'est usant. Ouais. C'est usant, c'est assez rébarbatif. Ça demande une concentration énorme. Au bout de 2 heures, t'en as plein les pattes, t'en peux plus. Parce que j'ai vu que Tu dois t'avais être hyper concentré. Non, c'est. parce que j'ai vu que t'avais fait le héros de Ghost of Tsushima, du coup, Ouais, ça va ouais, être ouais, c'est- beaucoup de lignes de dialogue en plus. Ouais, ouais. Et là encore, celui-là, on avait le temps, on prenait le temps. Et en plus, la plupart du temps, quand il y a des dialogues, t'as même pas les. Tu sais même pas à quoi tu réponds. Ah, tu parles, mais t'as pas la réponse en fait. Non, Ah oui, ok. non, d'accord. parce que c'est par personnage. Donc, alors, maintenant, il y a certains DA sur certains gros films qui va te dire, il va te dire la phrase avant. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Alors tu réponds. Mais t'as entendu quand même la VO dans ta tête, enfin dans le casque quand la. Donc voilà. Et il y a quand même des cinématiques maintenant dans les jeux vidéo. Parfois, elles sont, tu les as. Donc tu travailles d'un seul coup sur, comme sur un dessin animé, quoi, de la cinématique. Donc là, d'un seul coup, avec ou sans bande rythmo. Si tu as une bande rythmo, c'est donc le texte qui défile en dessous. Alors là, tac tac, tu dis ton texte comme si tu faisais un doublage. Ou sinon, sans texte, tu as le fichier Excel, enfin avec le texte qui est dans une case. Et puis on te passe la cinématique. Et puis toi, tu dis, au moment où la longueur d'onde arrive, bonjour, comment ça va? Ça doit correspondre, voilà. Mais combien de temps en général pour doubler du coup un film ou un épisode d'une série? Alors un film cinéma, on va dire que c'est grosso modo la partie enregistrement, on va dire c'est une semaine. Si c'est un gros film, ça peut faire 15 jours, 10 jours. Si c'est un tout petit film, très peu bavard et qui soit facile, ou 3-4 jours, 4 jours. Un épisode, grosso modo, une série, je sais pas quoi. C'est un jour par épisode pour un 52 minutes, je pense que ça doit être à peu près ça qui doit être compté. Et, mais peut-être un peu plus, un jour et demi pour un 52 minutes. On dit souvent que le doublage français est un des meilleurs au monde. Qu'est-ce qui explique cela selon toi? Même si tu as Je commencé à en pense, parler tout à oui, l'heure. par l'historique, je pense que c'est ça. Je pense que c'est surtout que nous, on a ce système de la bande rythmo que peu de pays ont, et que les Américains veulent nous copier, je crois, parce qu'ils commencent à doubler des films. Ils doublaient jamais de films, ils rachetaient les... Il rachetait, Ils rachetaient puis ils refaisaient un film. Mais là, maintenant, avec Netflix et tout ça, ils achètent des produits sur la plateforme, donc ils commencent à doubler pour les Américains, ils commencent à doubler. C'est pas mal, moi je trouve qu'ils vont comprendre ce que c'est que le doublage. Hein. S'ils comprennent, mais bon, voilà. Mais donc, cette bande rythmo, c'est exceptionnel puisque tu n'as plus à penser elle défile sous la scène qui est projetée, et du coup tu peux voir et l'image et la rythmo en même temps, comme quand tu regardes un film sous-titré. Tu finis au bout d'un moment, tu te rends plus compte que tu lis le sous-titre. Tu as l'impression, ça dépend mais bon. Et ben là c'est pareil. Donc tu peux être à la fois avec ton acteur, en même temps tu vois le texte, ça te donne l'illusion que tu le connais par cœur, alors que si tu as Les Allemands par exemple, je crois que ils ont des chiffres qui passent en dessous, 1, 2, 3, 4, 5, ils savent qu'ils doivent démarrer au chiffre 12, et ils ont le texte en papier. Bonjour, comment ça va? Et c'est moins pratique, je pense. Alors cette bande rythmo, elle est formidable à ce niveau-là. Par contre, elle peut apporter des défauts de jeu que tu n'as pas si tu fais ton texte. Parce que quand tu as ton texte, tu joues ta phrase comme ça. Quand tu regardes la bande rythmo, évidemment on ne voit pas, c'est un peu ridicule ce que je fais. Tu joues ton texte comme si c'est toi qui l'incarnais un peu. Alors que quand tu regardes une bande rythmo et l'image, tu peux être un peu désincarné. Et là tu vas plus Et donc, lire. et prendre des tics de doublage. Et ça, c'est la bande rythmo qui amène ça. Elle amène des tics de doublage et d'une certaine façon d'être un peu désincarné. Donc c'est aux acteurs aux directeurs artistiques de faire attention à ça et aux acteurs de faire attention. Mais par contre, ça donne une liberté absolument incroyable quand tu maîtrises l'outil. Tu as une liberté de jeu une fois que tu as compris ça.
peux jouer comme si tu étais en train de tourner la scène, quoi. En ayant l'illusion que tu connais le texte par cœur alors que tu le connais pas par cœur. Ok. Donc voilà pourquoi, et parce que pourquoi c'est un des meilleurs, je pense, parce que c'était pas le principe du doublage français n'était sûrement pas de faire du copier-coller, mais de faire une adaptation française pour le public français. Alors maintenant, le public français d'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a moins de différence qu'avec le public américain d'aujourd'hui, mais il y a 30 ans, c'était pas la même chose. Et donc on faisait des produits qui étaient adaptés, on faisait des produits pour les Français, et on jouait à la fin. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc, on cherchait pas à faire... Mais c'est encore le cas j'ai oublié mon ouais. copier-coller parce que c'est pas forcément ça, mais il y avait une liberté de création. Non, mais le mot adaptation, il est intéressant, en effet, c'est vraiment faire un peu un film bis, enfin tu vois, genre une espèce de petite variation légère. C'est un film bis. C'est ça, parce que c'est pas pile la même chose, bien sûr. Bah non. Mais tu vois, par exemple, ce qui est extraordinaire, c'est que alors ça me paraît logique, mais sur les Disney, par exemple, sur un dessin animé, évidemment qu'il n'y a pas de version originale, ça ne veut rien dire. C'est un dessin qui parle. Donc, d'accord, les dessins, ils ont été faits. Les Américains, ils ont joué avec leur texte, puis souvent c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle de la création de voix, il y a ça en France aussi. Tu joues sur le papier, et après c'est le dessinateur qui fait le dessin sur ce que tu as proposé. Mais nous après, je veux dire, c'est un dessin qui parle, donc un Disney, dans toutes les langues, logiquement il est adapté à tous les pays. Même les chansons qui sont magnifiquement faites. Les chansons, les adaptations, tu vois, elles sont excellentes. Ouais. Oui, il n'y a aucune raison de regarder un Walt Disney en anglais. En anglais, je vois pas français, l'intérêt. ouais. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Mais à moins que tu sois bilingue, là, d'accord. Mais sinon, Et du coup, est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'avoir des récompenses liées au doublage, justement ? Alors, je suis très partagé là-dessus. Je ne sais pas. Parce que c'est assez compliqué, comme tu as dit. C'est compliqué parce qu'en fait, tu joues quand même dans les pas d'un autre. Donc, tu n'es pas... Je sais pas comment dire. En fait, tu n'es pas réellement créateur. Tu vois, les récompenses artistiques, souvent, elles récompensent une création. Donc, quand un acteur à l'image crée un personnage et qu'il l'interprète, il l'a interprété corps et âme, j'ai envie de dire, enfin, tout en totalité. Et c'est lui qui a créé ce personnage, c'est lui qui l'a fait marcher comme ça, répondre comme ça, enfin bon voilà, tu vois. Un auteur, quand il écrit, je sais pas, un auteur d'un livre, il est créateur, tout ça. Quand tu fais du doublage, sans que ça aille à l'encontre de tout ce que j'ai raconté depuis le début, t'as ta part de créativité, mais elle est collée sur ce que l'autre a proposé. Bon, donc si on faisait des récompenses, ce serait des récompenses, non pas de... C'est pour ça que je trouve ça un peu ambigu. Oui, en fait, ce serait qu'est-ce qu'on récompense finalement, quoi. On récompenserait quoi Parce qu'en plus, tu peux très bien doubler un acteur parce que tu corresponds bien, ta voix colle bien, ton tempérament lui colle super bien, et en plus, tu es un bon acteur, tu le fais bien. Et puis, tu colles beaucoup moins bien à un autre, mais tu l'as doublé, mais vocalement, c'est moins ça, puis ça n'empêche pas que tu es un très bon acteur quand même, mais ça marche moins bien. Donc qu'est-ce qu'on récompenserait ? Alors on récompenserait... Tu vois, je trouve ça ambigu. En fait, ce serait l'adaptation en général, quoi, la meilleure adaptation, tout confondu finalement. Mais bon, c'est très subjectif. Alors, à ce moment-là, ça serait subjectif, oui, ouais, puis ce serait la meilleure adaptation. Donc ça voudrait dire que ça intègre le texte, l'adaptation du texte, la direction artistique. Je trouve que pour les dessins animés, il pourrait y avoir ça. En fait, ceux qui pourraient être récompensés, je trouve pas que ça soit forcément les acteurs, c'est les directeurs artistiques qui devraient être récompensés. Parce que suivant le choix du directeur artistique et suivant de la façon dont on dirige chez comédiens, on va avoir deux doublages qui se ressemblent pas. Et un doublage très réussi, et souvent un doublage qui est super bien réussi, c'est un texte qui est excellent. C'est le texte, c'est primordial. Parce que quand tu as un bon texte, tout le monde joue bien. Quand tu as un mauvais texte, seuls les très bons jouent bien. Et les autres, ils jouent mal. Et on dit, ils jouent pas très bien, les comédiens de doublage. Le texte est très mauvais. Donc, il n'y a que les très bons qui s'en sortent. Donc, l'adaptateur, le directeur artistique, parce que c'est le casting, il fait le casting, et après, il dirige ses acteurs. Et l'ingé son. La qualité sonore, parce que là, c'est une vraie recréation sonore. Il y a un mixage. Le film, il est totalement remixé. Donc ça, c'est ces 4 ingrédients, je pense, qui font un bon doublage. Adaptation, casting, direction artistique et ingé son. Ouais, c'est vrai que la direction artistique, on peut un peu le voir comme la réalisation du doublage, en fait. Oui, et donc je pense que c'est ça qui devrait être récompensé, et non pas récompenser un acteur parce qu'il a bien doublé un autre acteur. Je trouverais ça un peu curieux.
En revanche, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais ça, c'est les magazines, c'est un peu dommage. Moi, je pense que les magazines de cinéma et tout ça, le public français, je suis désolé, mais à 80%, il va voir les films en français. Ça baisse parce que maintenant, les gens sont de plus en plus anglophones et tout ça, et qu'ils ont envie de voir les œuvres en VO, mais ça reste 80% du marché en français. Je ne comprends pas pourquoi, quand il y a des critiques de films, il n'y a pas une critique de la VF. Franchement, hein, pour moi, ils font une critique du film, mais ils l'ont tous vu en VO, les journalistes, d'accord, ok. Mais après, il doit y avoir des spécialistes de la VF qui voient le film en VF et qui font la critique de la VF en disant ce film a une VF excellente, vous pouvez y aller les yeux fermés, allez-y, ou ce film, la VF est catastrophique, tel acteur j'ai trouvé mauvais, enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Là, il pourrait y avoir une critique de la VF, C'est vrai. mais il faudrait qu'elle soit pas systématique en disant ah non, attendez, c'est de la VF, c'est nul, parce que le problème c'est un peu cette espèce de snobisme. En fait, c'est soit ceux un qui peu le regardent débile. oui, soit ceux qui le regardent en VO disent bah la VO c'est mieux que tout le reste. Ouais. Ceux qui regardent en VF ils disent bah de toute façon on s'en fiche, on regarde pas la VO, et donc du coup il y a un peu cette guéguerre. Oui, bon, je veux dire, si tu veux voir l'œuvre originale, encore une fois, tu vois Oui, la bien VO. sûr. Après, tu peux voir une version française qui est magistrale et qui va être top. Et qui va peut-être même être plus drôle, plus amusante, plus émouvante, j'en sais rien. Tu peux faire des trucs magnifiques en doublage, mais tu peux faire des choses horribles. Ouais. Et c'est plus facile c'est ça qui est. Il est plus facile de massacrer une œuvre que de la sublimer. Mais tu peux la sublimer, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que les magazines, il devrait y avoir une critique de VF. Je suis désolé, les gens qui vont voir le film en VF, pourquoi il n'y a pas une critique? Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi sur un doublage? Sur un doublage, si je suis convoqué, je vais arriver, je vais être convoqué le matin. J'imagine, j'arrive, on m'a dit Damien, est-ce que t'es libre le 12 pour enregistrer un film avec moi? Oui, d'accord, j'arrive. Le directeur artistique me dit bah voilà, ton personnage c'est ça, c'est tel acteur. Soit je le connais, soit je le connais pas. Dans le film, il va se passer ça, ton personnage, il va me raconter un peu ce qu'est mon personnage, et puis on va commencer. On va regarder la scène. Il a fait un plan de travail, il va dire bon, on commence par la séquence 4, je dis n'importe quoi. Bon. On regarde soit la séquence entière, soit un petit bout. Après, on regarde 2 fois. La plupart du temps, on regarde 2 fois la scène. On y va pour la télé. Pour le cinéma, tu peux regarder beaucoup plus. Et on fait une première proposition, et puis là, il va me dire c'est parfait ou c'est pas bien. T'as tout compris, non, le personnage est pas tout à fait comme ça. Ça va dépendre vraiment de ce qu'il y a à jouer, de ce qu'il y a à faire. Okay. Et puis on va réécouter la VO, on va refaire, et puis on avance comme ça au fur et à mesure. Et puis à un moment, il va me dire déjeuner. Si je convoque toute la journée, on va déjeuner. Voilà, on enregistre, et on retourne enregistrer l'après-midi. Et puis quand j'ai fini le film, j'ai fini, je signe mon contrat. Et si ma journée, j'ai fini ma journée. Et en moyenne, tu dirais que c'est combien d'essais pour une prise? Enfin, combien de prises, pardon, pour... 3. Ok. En moyenne. En fait, c'est pas ça qui va se passer. Il peut y avoir ce qu'on appelle le one take. Bon, ça c'est surtout pour des trucs faciles. Il peut y avoir un coup de génie, une espèce de spontanéité qui est parfaite à la première prise et qui correspond. Après, si tu veux travailler un peu plus en profondeur, tu vas faire une deuxième prise et tu vas avoir des indications. Alors, la plupart du temps, la deuxième prise, elle est un peu plus mécanique parce que du coup, tu penses aux indications qu'on t'a données. Et puis après, tu commences la troisième prise, j'ai envie de dire, tu as digéré tout ce qu'on t'a raconté, ton corps, il a compris ce qu'il avait à jouer. Et puis la troisième prise, tu peux lâcher les chevaux et puis tu retrouves une certaine liberté. Et puis pourquoi pas une quatrième si on a vraiment le temps. Après, ce qui peut se passer, c'est très souvent, la prise va être plutôt bonne, on va dire, par exemple à la deuxième prise, on va dire, on est bien, mais il y a une phrase qui va pas au milieu. Soit elle n'est pas synchrone, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas au mouvement des lèvres, il faut refaire, soit elle est mal jouée, il faut jouer plus comme ça, plus comme ci, et on peut refaire que la phrase du milieu si on veut, on peut faire que des petits bouts de phrase en fait. Donc tu te remets dans l'état et tac, tu fais que la phrase du milieu. Tu peux la faire 6 fois s'il faut. Tu peux travailler au millimètre si tu veux. Hein. Mais ça, du coup, c'est plutôt pratique. Oui. Alors il y a le plaisir de jouer une scène dans la continuité pour l'acteur, c'est quand même hyper agréable une fois que tu l'as compris, si tu as envie de dire j'ai envie de la jouer en entier. Mais après, tu peux jouer qu'une toute petite partie, un tout petit bout, et là, tu peux tenter des choses, et puis quelque chose peut sortir de superbe, et là, coller avec le reste de la scène, ça fait un truc, ça fait une scène parfaitement réussie, tu vois. Tu peux travailler au millimètre, ce que tu ne peux pas faire à l'écran. À l'écran, tu tournes la scène en entier. On va pas dire d'un seul coup, ou alors des fois, ils vont dire, attends, on va faire juste un pick-up sur cette phrase-là. On commence à le faire. Sur une phrase. Puis après, au montage, ils mettront bon. Mais au doublage, tu peux vraiment faire qu'un tout petit bout.
Ah, tu peux être Tu beaucoup vois plus précis. Ah ouais, tu peux être hyper précis. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet? Bah, des personnages qui sont un peu loin de toi ou qui te font peur et et tu te dis bah j'ai pas le choix, faut y aller là, et puis t'y vas. Et ça marche ou ça marche pas. Donc il y a eu par exemple, j'ai doublé Johnny Depp dans Charlie la chocolaterie. Moi j'avais toujours du mal j'ai doublé plusieurs fois Johnny Depp avant qu'il ait sa voix officielle. Et officielle, pas de voix officielle, mais enfin une voix attribuée. Et il me faisait toujours peur, Johnny Depp. Donc ce rôle m'a fait très peur. Et puis j'ai commencé à m'amuser dedans, mais j'étais très concentré, très sérieux. J'étais pas sûr de moi. Et à l'arrivée, je crois que le résultat est super. Donc voilà. C'était un challenge que je crois réussi. J'ai doublé aussi Johnny Depp. C'est beaucoup de Johnny Depp qui m'ont fait peur. J'ai doublé dans un film qui s'appelait Donnie Brasco. Je comprenais pas pourquoi on m'avait choisi pour doubler J'ai souffert dans tout ce film. Parce que j'étais persuadé que tout ce que je faisais était nul. Et finalement, après, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, t'étais génial !» Enfin, t'étais génial, c'était pas moi. Mais je t'ai pas reconnu. Bah oui, forcément, j'avais tellement peur. Et j'étais bon. Donc il y a des challenges, des fois, faut y aller, quoi. Et c'est dû à quoi, ça? Bah, c'est dû que je n'acceptais pas d'entendre ma voix sur Johnny Depp. Je le comprenais. Ah, okay. Je me trouvais trop jeune, immature par rapport à lui. Je trouvais que j'étais immature et que j'étais pas capable de faire Je me trouvais immature. Parce que du coup, est-ce que tu revois les films que tu as doublés? Non, celui-là, je crois que si je le voyais, je me trouverais à chier. Charlie et la chocolaterie, où je l'ai vu, puisque mes enfants l'ont vu, et oui, je trouve que c'est plutôt réussi. Oh. Mais c'est un personnage immature, Charlie et la chocolaterie, ouais. Donc voilà. Du coup, toi, tu regardes est-ce que tu arrives à regarder les films que tu doubles ou... Oui. Ouais, oui, je peux les regarder, sauf s'ils sont vieux et que j'ai souffert quand je les ai faits à l'époque, ou sauf si je me trouve mauvais. Mais sinon, je peux les regarder. Ok, t'arrives à... Il y a un truc vraiment bizarre en doublage, c'est que tu peux faire abstraction de... Bah, tu te souviens parce que tu l'as doublé. Ah oui. Mais tu peux faire abstraction parce que c'est pas toi à l'écran. Okay. Donc, tu suis le film de nouveau et tu peux te dire, tiens, là, c'est marrant, j'aurais pu faire mieux sur ce truc. Par rapport à ce qui se dégage à l'écran, ou alors, bah, c'est réussi, putain, enfin, je sais pas. Tu vois, tu peux être spectateur de ton travail, c'est assez original. Ah oui, ça c'est cool. Alors que quand t'es à l'écran, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà. Après, donc des films qui m'ont challengé, bah oui, Fight Club, c'en a été un. Norton était quand même pas facile. Même j'avais doublé Norton avant dans un film qui s'appelait Larry Flint, où le DA me connaissait pas, et donc il avait pas tellement envie de m'avoir, mais on lui a dit bah c'est Damien Boisseau qui doublait Edward Norton, donc je suis arrivé. Donc je sentais que le gars, bah il regardait si j'étais capable ou pas, et finalement ça s'est très bien passé. Donc tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Mais ça fait partie des étapes que tu franchis, quoi, voilà. Et quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ça? Alors les meilleurs moments, il y en a plusieurs. Alors si on reste dans les trucs de challenger, parfois tu as des scènes hyper compliquées et tu sens que quand tu l'as fait, tu finis par la maîtriser et tu l'as fait super bien, et là tout le monde se dit putain, là t'es quand même assez fier de ton travail, donc t'es assez heureux. Quand t'as fait une journée où t'as joué des belles scènes et que tu sais que tu les as réussies, bah, t'as pris d'abord le plaisir de jouer un rôle, et en plus de l'avoir réussi, c'est le pied, quoi. Donc il y a ça c'est des très bons souvenirs. Après, sinon, les grands souvenirs, c'est que si tu veux, c'est quand même un métier où on s'amuse, encore plus qu'à l'écran et au théâtre, et donc, parce qu'il y a beaucoup moins de pression, et donc il y a beaucoup de fou rire. Vraiment, j'ai des souvenirs de doublage où les gens s'amusent énormément. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein, mais tu peux vraiment te marrer. Et souvent il y a une très bonne ambiance sur les plateaux, et tu passes un très bon moment quand même. C'est quand même un métier où on s'amuse. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? L'adaptateur dans le doublage, c'est un poste hyper intéressant. Comment est-ce qu'ils abordent ça? Un bon adaptateur, comment il fait, comment il travaille, comment le métier a évolué, bon voilà. Quelles sont les exigences qu'on lui... Enfin, ça peut être très intéressant. Merci beaucoup, Damien. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.